Ce ravin était comme l'autre, hérissé de broussailles, mais le cadre des romarins y dominait. Ces plantes paraissaient beaucoup plus vieilles que celles que j'avais vues jusqu'ici. Je pus admirer un cadre si large et si haut qu'il avait l'air d'une petite chapelle gothique, et des romarins bien plus grands que moi. Peu de vie dans ce désert. Une cigale, des pins qui chantaient assez mollement, et trois ou quatre petites mouches, d'un bleu d'azur, qui me suivirent, infatigables, et bourdonnant comme ces grandes personnes. Soudain, une ombre passa sur le taillis. Je levai la tête, et je vis le condor. Il était descendu au zénith, et il planait majestueusement. L'envergure de ses ailes me parut 2 fois plus grande que celle de mes bras. Il s'éloigna sur ma gauche. Je pensais qu'il était venu par curiosité pure, pour jeter un coup d'œil sur l'intrus qui osait pénétrer dans son royaume. Mais je vis prendre un large virage passant derrière moi et revenir sur ma droite. Je constatai alors que, de terreur, qu'il décrivait un cercle dont j'étais le centre, et que ce cercle descendait peu à peu vers moi. Alors, je pensais au vautour affamé qui suivit un jour, à travers la savane, le chercheur de pistes blessé, et sur le point de mourir de soif. Ces féroces créatures suivent pendant des jours entiers le voyageur à bout de force, et savent attendre patiemment sa dernière chute pour arracher des lambeaux sanglants de sa chair encore palpitante. Je saisis alors mon couteau, que j'avais l'imprudence de remettre dans ma musette, et je le glissai ostensiblement sur une pierre. Il me semblait que le sac de la mort cessait de descendre. Puis, pour montrer à la bête féroce que je n'étais pas à bout de force, j'exécutai une danse sauvage, terminée par ces grands éclats de rire sarcastiques, si bien perpétués par les échos du ravin, qui m'effrayaient moi-même. Mais cet arracheur de lambeaux sanglants n'en parut pas intimidé, et reprit sa descente fatale. Cherchait des yeux, ses yeux qui devaient crever, de son bec recourbé, un refuge. Oh bonheur! À 20 mètres sur ma droite, une ogive s'ouvrait dans la paroi rocheuse. Je dressai mon couteau à pointe en l'air, en criant des menaces d'une voix étranglée. Je me dirigeais vers la baie de la dernière chance. Je marchais tout droit devant moi. Et à travers le cadre de romarin, les mollets déchirés par les petites kermets, dans le gravier de garrigues qui roulait sous mes pieds. L'abri n'était plus qu'à 10 mètres. Hélas, trop tard. Le meurtrier venait de s'immobiliser, à 20 ou 30 mètres au-dessus de ma tête. Je voyais soudain frémir ses ailes, immenses. Son cou était tendu vers moi. Soudain, il plongea, à la vitesse d'une pierre qui tombe, fou de peur. Et mes yeux cachés derrière mes bras, je me lança à plat ventre sous un gros cadre, avec des hurlements de désespoir. Au même instant retentit un bruit terrible, le bruit roulant d'un tombereau qui se décharge. Une compagnie de perdrix s'envolait épouvantée, à 10 mètres devant moi, et je vis remonter l'oiseau de proie. D'un vol ample et puissant, il emportait dans ses serres une perdrix tressaillante, qui laissait couler dans le ciel une traînée de plumes désespérées. Je contins à grand-peine quelques sanglots nerveux, que le cœur loyal eût blâmé, et quoique le danger fût passé, j'allais me réfugier dans l'abri, pour essayer d'y retrouver un sang-froid. C'était une crevasse en forme de tente, à peine plus haute que moi, et large d'environ 2 pas. Je donnai quelques coups de pied dans le baouco qui tapissait le sol, puis assis contre la paroi, j'examinai la situation. Je compris d'abord que le vautour n'avait jamais eu l'intention de m'attaquer, mais qu'il suivait les perdrix. Ces malheureux volatiles avaient fui longuement devant moi, sans oser prendre leurs essors, à cause d'un meurtrier volant qui les attendait à la sortie. Cette théorie me rassura sur la suite des événements. Le vautour ne reviendra plus. Je me félicitais encore d'avoir choisi pour calmer ma soif un caillou bien lisse et bien rond, car je constata que mon désarroi, je l'avais avalé. La peau de ma joue droite me tirait. Je portais la main pour la frictionner, mais ma paume y resta collée, en appuyant contre le pain
que l'oiseau bleu m'avait fait peur. Ensuite, je résine. Je savais, par expérience, que si l'on ne disposait pas d'huile ou de beurre, il n'y avait rien à faire qu'à supporter un tiraillement, cette sensation d'avoir une joue en carton. Mais quand on a choisi l'état de Comanche, d'autres petites misères ne devaient même pas être mentionnées. L'état de mes mollets était plus inquiétant. Ils étaient striés de longues raies rouges qui se croisaient comme des fils de grillage. Et un grand nombre de fines épines étaient encore plantées. Patiemment, je les arrachais l'une après l'autre, entre deux ongles. Puis, comme tant de petites blessures me brûlaient, j'allais cueillir quelques plantes. Chacun sait que les plantes des collines cicatrisent rapidement les plaies. Il dut sans doute en me tromper de plante, car après une bonne friction avec du thym et du romarin, je sentis des vives brûlures. Je me mis à danser, en poussant des cris de douleur. Pour me réconforter, je mangeai aussitôt la moitié de l'orange, ce qui me fit un plus grand bien. Je tentai alors de monter sur le plateau, mais l'ascension de l'éboulis finale est plus difficile que je pensais. Et je découvris que l'éboulis a une tendance naturelle à s'ébouler. Lorsque j'arrivais presque au sommet, en avançant à quatre pattes, je repartais en arrière, sur un tapis roulant de cailloux. J'allais désespéré de mon succès final lorsque j'ai découvert une cheminée praticable, un peu étroite pour un homme, mais faite pour moi. J'arrivais enfin sur le plateau. Il était immense et fort pauvrement boisé. Toujours des kermés, des romarins, des cadres, du thym, de la rue, de la lavande, toujours le petit pin à tronc noué, penché dans le sens du Mistral, des grandes dalles de pierre bleue. Je fis le tour de l'horizon, j'étais entouré de collines, cernées elles-mêmes par un cercle lointain de montagnes que je ne connaissais pas. La situation était grave. Oui, la situation était grave. Je vous annonce qu'il nous reste 3 ou 4 chapitres avant la fin de ce livre. Pensez à laisser un like si cette vidéo vous a plu, un commentaire si vous avez quelque chose à me dire, et surtout à vous abonner, ça me ferait super plaisir. C'était Teddy, merci